Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle Malte Academy. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? A priori, ça a l'air d'être bon, du coup. Alors de mon côté, je suis Joachim Di Stefano de l'équipe Community chez Malte, qui est en charge de l'animation et l'accompagnement de notre communauté freelance. Aujourd'hui, c'est donc Afifia Belabdoun, Content et Social Manager chez Canva, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Academy, avec pour sujet communication sociale, les secrets d'un design réussi. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous faire une rapide introduction. Donc, les Malte Academy sont proposées par Malte pour permettre à sa communauté d'avoir un accès rapide à la formation par leurs pairs ou autres intervenants extérieurs spécialisés. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Malte est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Nous avons la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe, plus de 300 000, et plus de 90 000 clients qui travaillent avec nous. Si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités de mission via notre plateforme en bénéficiant d'un certain nombre de services ainsi que nos différents partenariats et des événements que nous proposons actuellement en ligne et espérons le plus fréquemment possible en présentiel en 2022, bien sûr. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur notre site malte.fr. Je vais maintenant laisser la parole à Afifia. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet chat. Vous êtes nombreux à y assister. Nous verrons à y répondre au plus grand nombre dans tous les cas. Et très bonne Malte Academy à tous et à toutes. Je te laisse la parole, Afifia. Merci beaucoup Joachim, bonjour tout le monde. Alors d'abord, est-ce que tout le monde me voit bien et m'entend bien? Enfin, me voit bien, voit surtout l'écran. Moi, on s'en fout, mais au moins l'écran. Oui? Ok, super. Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre venue, de votre participation. Donc aujourd'hui, on va parler de la communication sociale et les secrets d'un design réussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Afifia. Comme l'a dit Joachim, je suis Content et Social Manager pour Canva France. Donc, en gros, je suis responsable de communication. Et au cas où certains ne connaîtraient pas Canva et souhaiteraient avoir quelques informations très rapidement, Canva, c'est une plateforme de création graphique qui a la particularité d'être très facile à utiliser. Et c'est un outil qui a été créé par Melanie Perkins en 2013, si je ne me trompe pas. Et en gros, Melanie Perkins donnait des cours de création graphique à la fac. Elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient énormément de temps à appréhender les outils de création classiques. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est mise avec son fiancé qui était ingénieur à imaginer un outil, une plateforme qui permette à n'importe qui de créer des visuels, de créer des designs très facilement. Donc à la base, si je vous dis ça, c'est parce que pour Canva, la création et la facilité de création, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la marque. Juste avant d'aller plus loin, j'entends en fait un bip à chaque fois que quelqu'un parle dans le chat. Est-ce que vous savez comment on retire le son du bip du chat? Parce que c'est très Je vais important. regarder Afifia. À la rigueur, ce que tu peux faire pour le moment, c'est baisser le son de ton ordinateur. On t'entendra tout de même et je regarde pour le Ouais, paramétrage là-dessus. vous m'entendez bien là quand même? Oui, Vous m'entendez quand je baisse le son? Ok. Ok, super. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup pour la solution. Donc voilà, donc Canva est un outil, une plateforme de création graphique qui est très facile, très simple à utiliser. Et donc, la question de la facilité et de la simplicité, elle est dans l'ADN de la marque. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut créer un design réussi, impactant. On va se demander aussi ce que c'est qu'un design réussi. Et puis surtout, on va se demander comment faire un design réussi, mais simplement. C'est ça aussi la valeur ajoutée du webinaire aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de parler de design, mais c'est vraiment de mettre en avant la notion de facilité. Je vous fais un sommaire rapide de ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va d'abord essayer de comprendre ce qu'on entend par communication sociale et par design réussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer l'approche qu'on a chez nous, chez Canva. En deux, je vais vous expliquer les 5 principes d'un design impactant. En réalité, il existe beaucoup plus de principes de design. Un principe de design, c'est un élément, une règle de création graphique. Aujourd'hui, on va se focus sur 5 principes en particulier, 5 règles de création graphique qui sont pour nous essentielles
et qu'on estime suffisante pour faire un design qui est réussi, en tout cas un design simple et impactant. Je vais aussi vous expliquer, donc voilà, vous partager des outils de création, d'organisation, etc. Parce que faire un design réussi, réaliser un design, c'est aussi avoir une bonne méthode, avoir un bon process de travail. Et puis, on va finir par la question de la perception, qui est une question passionnante et qui va interroger la perceptibilité, la façon dont on va voir un visuel. Qu'est-ce qui fait qu'un visuel va sortir du lot? Pourquoi, au milieu d'un raz-de-marée de visuels, il y en a un ou deux qui vont sortir du lot seulement? Ça, c'est une question qu'on va se poser à la fin et qui est importante à prendre en compte avant de créer un visuel. Donc, c'est parti. On commence par la communication sociale et le design réussi. La communication sociale, aujourd'hui, on va se limiter évidemment aux social media. Donc, quand on parle de communication sociale aujourd'hui, c'est au niveau des réseaux sociaux. C'est également une question d'écoute sociale. L'écoute sociale, qu'est-ce que c'est? C'est quand, par exemple, lorsqu'on a l'habitude en fait d'aller sur les réseaux ou d'aller sur Internet, qu'on le veuille ou non, on assimile, on intègre un certain nombre de données, un certain nombre de références. On essaie de comprendre un petit peu ce qui va attirer les gens dans les domaines qui nous concernent. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir des indices et des indicateurs sur la cible, l'audience. Et donc c'est ce qu'on va appeler l'écoute sociale. La communication sociale, elle s'occupe également de créer du lien. Si on va faire une stratégie d'écoute sociale, si on va faire en sorte d'essayer de comprendre un petit peu notre audience, notre cible, l'idée, évidemment, c'est de créer du lien. De créer du lien pour transmettre des valeurs, une histoire, un storytelling. Et donc, tous ces éléments-là vont participer à générer, à développer une stratégie d'influence. Donc, en gros, la communication sociale, quand il s'agit des réseaux sociaux, c'est une question, une stratégie de développement. En ce qui concerne le design réussi, là, on est dans autre chose. Qui dit design dit image, évidemment. On parle également de message. C'est ce que doit transmettre une image. On va également parler d'identité visuelle, de support, parce qu'il n'y a pas de design réussi si vous ne tenez pas compte des formats et des différents supports. Il faut choisir, il faut savoir trouver quels sont les réseaux sociaux les plus pertinents pour nous et pour son type de contenu. Et puis enfin, un design qui est réussi, c'est un design surtout qui a une voix et une personnalité visible. Donc, ce qu'on peut en conclure, en fait, entre la communication sociale et le design, c'est que c'est une sorte de cercle vertueux où il n'y a pas de design réussi sans communication sociale et il n'y a pas de communication sociale réussie sans design, en fait. Là où la communication sociale va s'occuper de l'influence, le design va s'occuper de la visibilité. Donc, en gros, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Juste pour faire un rappel, je pense que c'est juste bien d'avoir ça en tête avant d'aller plus loin et de rentrer dans le vif du sujet. En fait, entre la communication sociale et le design, un design qui est percutant, qui est... Attendez, je vois qu'il y a des bugs. Non, tout est Est-ce que OK ça continue à de bugger? Est-ce FIFIA. qu'au niveau du son, on est bien là? Non, non, c'était un participant qui demandait si c'était Pas de pour tout le bug. monde et a priori, c'était individuel. Moi, c'est Il bien. fonctionne très OK, bien. T'entends très bien. parfait, je continue. Donc là, en ce qui concerne la communication sociale et le design, c'est important d'avoir ces deux colonnes en tête. On va parler d'abord à gauche la colonne de l'action, à droite la colonne de la réaction. Chaque action qu'on va faire va générer une réaction. En ce qui concerne l'identité, évidemment, c'est la question de l'apparence, de la cohérence visuelle, c'est-à-dire un accord, une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on montre de soi. C'est ce qu'on va retrouver dans le design, dans l'image. Il y a ensuite le rayonnement. Le rayonnement, c'est la façon dont votre contenu va se propager. Donc, du coup, c'est tout ce qui va concerner le choix des supports, les cibles, l'audience, etc. C'est ce qui va apporter la visibilité extérieure. Et puis enfin, on a le lien et l'engagement. Le lien et l'engagement, c'est évidemment, c'est en gros la conséquence du design et des réseaux sur lesquels vous allez être. C'est en gros l'impact que ça va générer, l'impact que les deux actions précédentes vont générer. Et c'est là qu'on va créer une expérience relationnelle. Un design qui est réussi, c'est un design qui est impactant et donc qui a créé à un moment donné une relation. C'est ce qu'on va appeler l'expérience relationnelle. Et il faut avoir ça en tête à chaque fois qu'on veut créer un visuel, idéalement. Alors, pour créer un visuel,
il y a évidemment énormément de principes. Ça prendrait beaucoup de webinars si on voulait rentrer vraiment en détail dans tout ce qui concerne les principes d'un design ou d'un visuel tout court. Mais aujourd'hui, on va se limiter à 5 principes qui sont déterminants et dont on estime qu'ils peuvent suffire pour créer un visuel impactant. En tout cas, au niveau de la création de contenu, un visuel impactant, on va estimer que c'est d'abord une personnalité et une personnalisation. C'est quoi la différence entre les deux? La personnalité, c'est la voix que vous choisissez et la personnalité, le ton, l'approche que vous choisissez dans votre façon de communiquer. D'accord? La personnalisation, c'est la façon dont vous allez détourner un visuel, dont vous allez projeter une idée en image ou dont vous allez détourner un template. Si par exemple vous utilisez un template Canva, il est évidemment conseillé de le personnaliser au maximum pour qu'il vous ressemble. L'idée, c'est de vous proposer des templates qui vont vous aider, mais il suffit de changer une couleur, de changer la typographie pour que cela vous apporte une personnalisation et une vraie valeur ajoutée à votre visuel. La création de contenu, c'est évidemment maîtriser son identité visuelle, notamment au travers de ces 5 principes qu'on va exposer. Et puis enfin, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, c'est ce qui va faire que votre visuel va être facile à comprendre, facile à appréhender. Dans les 5 piliers, on a le message, donc qui est composé du texte, évidemment. On a le contraste, l'équilibre, l'espace et la simplicité. Donc, c'est 5 piliers qui sont importants pour nous, que nous, on considère essentiels, en tout cas chez Canva, et que l'on suit d'ailleurs dans la création de notre contenu, quel qu'il soit, que ce soit un visuel, que ce soit une communication, une présentation, n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs les 5 piliers qui sont importants à considérer et à connaître quand on veut créer un visuel. On va commencer par le message. Quand on parle de message, évidemment, on parle de texte, de police, de hiérarchisation des informations, quelque chose qui est souvent oublié. Toutes les informations ne se valent pas. Il y a également la question de l'alignement. On commence par le texte. En fait, un texte qui est correct et qui est pertinent sur un visuel, c'est d'abord un texte qui est aligné, on verra ça plus tard, qui a une bonne typographie et qui a une bonne hiérarchie. Voilà. Et ici, évidemment, là, ce que je voulais souligner, c'était les fautes d'orthographe parce qu'on voit tellement de visuels, on voit parfois des templates qui sont utilisés, des templates Canva sur les réseaux et qui sont plein de fautes d'orthographe et c'est tellement dommage, ça gâche complètement l'effet. N'hésitez pas à utiliser des correcteurs. En fait, le problème quand on crée un visuel pendant longtemps, c'est comme quand on écrit un texte ou qu'on est sur un texte depuis très très longtemps, c'est qu'au bout d'un moment, les fautes nous échappent, les erreurs nous échappent, c'est physiologique. C'est pas qu'on est nul, c'est que c'est physiologique. Donc n'hésitez pas à la fin d'un visuel à passer éventuellement votre texte sous un correcteur automatique. Concernant l'alignement, ce qu'on recommande, c'est 2 choses. Le texte aligné à gauche ou le texte justifié. Pourquoi? Parce que ce sont 2 positionnements de texte qui sont les plus naturels pour le cerveau humain et qui sont surtout les moins fatigants, notamment sur le digital. Là, on parle évidemment de digital, hein. Je ne parle pas par écrit. Les règles d'alignement par écrit peuvent être différentes et plus libres. Au niveau du digital, on sait que le texte aligné à gauche et le texte justifié sont vraiment les plus pertinents et les plus accessibles aussi, également pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Et c'est surtout un alignement de texte qui va faire que la personne n'aura pas envie de passer à autre chose. Elle va poursuivre sa lecture parce que ce sera aisé de la voir. Contrairement à ces exemples-là, qui ne sont absolument pas à faire sur le digital, en tout cas à éviter au maximum, l'alignement des textes, tout ce qu'il y a à ne pas faire, c'est évidemment le texte centré, sauf quand il s'agit des titres, évidemment, ou alors d'une poésie ou de quelque chose de créatif et de libre. Mais si vous songez à faire un visuel de communication ou un visuel commercial, évitez le texte centré. Je ne sais pas pourquoi, c'est très courant. Beaucoup de gens aiment le centré, alors que ce n'est pas du tout accessible à la lecture. Pareil, pour l'aligner à droite, on peut le mettre exceptionnellement, notamment quand on a des visuels qui ont beaucoup de texte et qu'il faut trouver de la place, mais en général, on évite de faire ça. Concernant les polices et les typographies, on va limiter les polices de caractères à 2, 3 grands maximum, mais si vous n'êtes pas forcément habitué à créer, si vous êtes encore novice, limitez-vous à 2 typographies seulement.
en sachant que quand on a 2 typographies, on peut jouer sur les gras, les maigres, la taille, on peut jouer sur énormément de choses, sur les couleurs, etc., pour faire en sorte d'apporter de la différence en fait, au niveau des polices et au niveau du texte. Le problème, en fait, quand on a trop de police, c'est que le cerveau l'assimile mal. Et un design qui est réussi, c'est un design qui attire l'attention. Donc, il faut essayer de tenir compte de ces points-là et de faire en sorte d'optimiser votre texte au maximum en pensant toujours à la façon dont la personne qui va voir votre visuel va l'accueillir. Est-ce que ce sera facile pour elle? Est-ce qu'elle va avoir l'impression qu'il y a plein de phrases dispatchées dans le texte avec des typographies différentes et du coup, ça va générer un effet brouillon. Ça, c'est quelque chose qui est à éviter. Donc voilà, on joue sur les gras, les maigres, les tailles de police et puis également au niveau de la typographie, on choisit si on veut une typographie avec ou sans sérif. Alors, juste rapidement, aujourd'hui, on est plutôt à une époque de sans sérif où le sans sérif est roi. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus simple. Le sérif, c'est une typographie traditionnelle, très classique, qui est le prolongement en fait des caractères d'imprimerie. Donc, des caractères d'imprimerie traditionnels, donc qui avaient l'empattement qu'on voit ici, c'est-à-dire l'empattement au niveau des lettres et qui reproduit en fait l'écriture et le tracé de la plume. Comme c'est une typographie qui est classique, c'est une typographie qui a une personnalité proche de l'autorité, la grandeur, le respect, la tradition. Donc, on est vraiment sur un texte très classique. Si vous êtes dans un domaine qui est très classique, très traditionnel, évidemment, ça peut être une typographie qui vous conviendra tout à fait. La typographie du sans sérif, elle a une personnalité qui est différente. On lui a retiré l'empattement, ce qu'on pouvait considérer comme étant une marque d'élégance. On a préféré aujourd'hui la simplicité, l'efficacité pure. Et donc, sa personnalité est autour de la simplicité, l'objectivité, la modernité, l'universalité. On dit l'universalité parce que toujours en rapport avec l'accessibilité, pour les gens qui ont des problèmes, par exemple, de déficience visuelle, le fait qu'il n'y ait pas ici d'empattement rend la typographie excessivement simple et même ludique, on pourrait dire. Là, je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous voulez faire une capture d'écran de ça. Ce sont les typographies qui ont été les plus populaires chez Canva en 2021. Alors, c'est très particulier parce que jusque-là, on n'avait pas l'habitude d'avoir comme police populaire des polices comme celle-ci, comme la Borsok, la Shrikend, la Tan Moonlight, qui sont des polices très ludiques, très amusantes, très inhabituelles, en fait, qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir sur les contenus de communication. On s'est demandé, en fait, si ça n'était pas en lien avec la crise, puisque du coup, à cause du Covid, beaucoup de gens ont dû créer des visuels et des gens qui n'étaient pas habitués et qui n'étaient même pas forcément très au courant du digital, qui n'étaient pas forcément là-dedans et qui se sont mis à créer des visuels. Et eux, en fait, ils ont créé des visuels en n'étant pas formatés par les do's et les don'ts des communicants classiques. Et donc, ils se sont vraiment amusés et en utilisant des typographies plus libres. Voilà. Et du coup, c'est très agréable à voir, en fait. C'est très agréable à voir. Et donc voilà, on a du coup pas mal aussi de police manuscrite et on finit la partie texte, la partie message avec la hiérarchie. Il n'y a pas de message percutant sans hiérarchie. Voilà. La hiérarchie, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont vous allez, comment dire, prioriser les informations. Quand on crée un visuel et qu'on ajoute des informations, il y a toujours des informations qui sont plus intéressantes que d'autres. Elles n'ont pas toutes la même valeur et il faut le refléter visuellement parlant. Comment on fait pour le refléter? On fait comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme à droite, de mettre toutes les informations sur le même plan, à la même taille, les unes en dessous des autres, on va d'abord essayer d'apporter du mouvement en fait, dans le rendu, dans l'appréciation globale du visuel. Et puis surtout, on va donner des tailles, on va mettre des tailles différentes selon les textes et la qualité de l'information. On va mettre peut-être l'information la plus importante ici, et puis on va aller ici en décrescendo. Donc, c'est très important de gérer la hiérarchie. Pourquoi aussi? Parce que quand vous créez un visuel, vous ne faites pas que créer un visuel, en fait. Vous gérez le regard de l'autre. Vous essayez de contrôler, d'amener le regard de celui qui va observer votre visuel vers les informations qui vous intéressent. Donc, c'est à vous de diriger le regard de la personne qui va regarder le visuel. Donc, en fait, vous avez le contrôle. Et lorsque vous gérez la hiérarchie du texte, vous contrôlez ce que le public va percevoir, comprendre et retenir surtout.
Alors, si vous avez beaucoup de textes, parfois voilà, on crée des visuels, il y a beaucoup de textes et c'est très compliqué d'apporter de l'équilibre ou de l'harmonie. Nous, on vous conseille de regarder les infographies. Les infographies, c'est un type de contenu qui est de plus en plus populaire, qui est très pratique parce que ça vous permet de compiler énormément d'informations sur un visuel qui est harmonisé, structuré. Ça vous permet aussi, je vous parlais de la direction du regard, en fait, de faire en sorte de contrôler la façon dont les autres vont regarder et suivre vos informations. C'est exactement ce qu'on peut faire avec les infographies. Et les infographies, vous pouvez les redimensionner en visuel classique. Ça peut devenir un carrousel, ça peut devenir tout ce que vous voulez. Et donc, si vous avez l'habitude de créer des contenus avec beaucoup de texte, n'hésitez pas à utiliser les infographies. On passe au contraste, qui est une de mes parties préférées. Et bon, on l'adore de toute façon, on adore ça chez Canva parce que ça rend un visuel ludique, ça rend un visuel harmonieux, c'est facile, ça permet de mettre très facilement des éléments en avant en jouant avec l'ombre et la lumière et tout. Et puis au niveau de l'accessibilité, on est au top, c'est-à-dire que c'est très facile. Un visuel qui est contrasté, c'est très facile à apprécier et c'est très facile à lire, surtout quand on a des déficiences visuelles. On a même fait des visuels pour honorer en hommage au contraste, tellement on aime ça, vous voyez, donc le contraste est crucial. Alors ici, vous voyez, je vous montre un petit peu le schéma en fait du contraste et du rôle du contraste. Ici, en fait, on peut voir que le contraste permet d'apporter de la profondeur à un design. Je vais vous montrer. Là, je suis obligée de plus passer en plein écran, mais c'est pas grave. Si je retire par exemple le cercle qui est là, le cercle qui est rouge là ressemble tout simplement à un cercle rouge. Si j'ajoute le cercle vide derrière, on a de suite en fait une impression de profondeur et on a l'impression en fait que le premier cercle rouge arrive directement vers nous. Il y a un effet de profondeur qui est réel. Pensez au contraste pour harmoniser vos visuels. Ça va également vous permettre de structurer votre contenu et surtout de capter l'attention. Il n'y a rien de mieux que le contraste pour capter l'attention. Alors, sur Canva, vous pouvez, lorsque vous cherchez un template, taper un style de template. Vous pouvez, je ne sais pas, taper une thématique, n'importe quoi, mais vous pouvez également taper des couleurs ou des types de design. Par exemple, ici, on a rentré contraste et en fait, la plateforme nous propose tous les templates qui sont voilà, contrastés, etc., qui sont autour du contraste. Donc, pensez à utiliser également la barre de recherche Canva pour trouver des visuels qui ne sont pas forcément des formats de visuels, mais qui sont également des caractéristiques graphiques. Je le précise parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas le faire et très souvent, beaucoup s'en étonnent. Donc, ça peut être un bon conseil. En 3, l'équilibre. Évidemment, une fois que vous avez géré votre contraste, que vous avez géré le texte, on a une bonne base pour gérer l'équilibre. Là, l'enjeu, c'est l'harmonie et la disposition. L'harmonie et la disposition, c'est ce qui va créer l'équilibre d'un visuel. L'équilibre d'un visuel, c'est ce qui fait qu'il va être particulièrement harmonieux et qu'il va se remarquer à nous. Voilà. Donc là, entre le texte et les images, on va d'abord passer à la composition. Donc la composition, c'est la façon dont vous allez structurer les textes et les images, la façon dont vous allez les positionner, évidemment. Donc ça, c'est quelques exemples classiques. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. C'est en général le type de fonctionnement et de composition qu'on utilise beaucoup chez Canva, notamment dans nos templates. Pour l'équilibre, ici, on voit bien que à droite, il y a une erreur de disposition. Donc, on voit de suite que l'équilibre n'est pas assuré, même si on n'y connaît rien en design. Donc, on comprend bien que le visuel de gauche est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré que celui de droite. Et on le comprend aussi inconsciemment parce que notre cerveau est assoupli pour ça. Et surtout qu'on est dans une période où on a l'habitude de voir des visuels et donc on développe de plus en plus cette intuition qui nous fait voir quand ça matche ou quand ça ne matche pas, même si on ne sait pas tout à fait pourquoi. Donc là, ici, en tout cas à droite, c'est quelque chose qui est à proscrire, évidemment. On va essayer voilà, de trouver un équilibre dans le visuel pour apporter l'harmonie. L'harmonisation, c'est comme la nature. La nature aime l'harmonie et l'être humain aime l'harmonie, consciemment et inconsciemment. Donc dans la perception, c'est très, très important de le considérer dans l'accord de votre
de votre visuel. Là, je vous ai mis 2 exemples qui sont composés de beaucoup de textes pour vous montrer les solutions qu'on peut mettre en place pour y pallier. Là, dans le visuel de droite, on voit qu'il y a énormément de textes. Ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est qu'on a mis les textes dans des blocs. La solution des blocs, c'est très important, c'est une aide très, très précieuse lorsque vous avez beaucoup de textes, parce que ça va vous permettre de structurer vos visuels, ça va vous permettre en plus d'apporter du contraste, de créer de la profondeur et de ne pas avoir un effet, vous voyez, boring, un peu ennuyeux quand on lit le visuel. Là, par exemple, les adresses sont en caractère gras. Ici, on est plutôt sur du caractère gras médium. Là, on est sur du caractère maigre. On a essayé d'alterner, avec la même typographie, d'alterner seulement les gras et les maigres et de les disposer dans des blocs pour structurer l'ensemble. Dans l'image de gauche, vous voyez que là, par exemple, les textes André Immobilier, tout ce qui est le tarif, la composition du bien, etc. Et le site en bas, on les a mis dans des blocs pour les isoler. Et comme on les a isolés, en fait, ils contribuent à structurer le visuel sans avoir l'air d'être posés comme ça par hasard sur le visuel et donner un effet brouillon. Pareil ici, on a mis une image entre les 2 textes de façon à les structurer. S'ils avaient été de côté, s'ils avaient été tous les 2 à côté, ça aurait pu créer un effet de profondeur, un effet de lourdeur, pardon. Là, le fait d'apporter une image au milieu, ça les a structurés, ça les a séparés avec un effet miroir qui, au final, crée une bonne vision d'ensemble, un bon équilibre. 4e principe. Alors, 4e principe, c'est l'espace. La question de l'espace, elle est importante. On va surtout parler de ce qui s'appelle les espaces négatifs ou les espaces blancs. Ça touche également à la disposition. Alors, un visuel pour gérer l'espace, il y a différentes façons. D'abord, il y a la proportion, la gestion de la proportion. Si vous avez 4 images qui sont de même taille, par exemple, on peut être tenté de faire une présentation comme ça. Cette présentation-là n'est pas mauvaise à proprement parler. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Ce n'est pas une erreur en soi, mais disons que en ce qui concerne l'attraction, l'attention, ce n'est pas optimal. Ce qui est optimal, c'est ce qu'on va retrouver là, c'est-à-dire une proportion qui va apporter du mouvement en fait dans l'ensemble et qui va surtout, tout à l'heure on parlait du contraste, en jouant avec la taille des visuels, avec la taille des images, va apporter un contraste et un effet de profondeur. On a l'impression que les images qui sont plus petites sont plus loin, alors que les plus grosses sont beaucoup plus en avant. Donc du coup, ça apporte à la fois de la profondeur, de l'harmonie, mais surtout ça rend le design plus ludique, plus frais. Donc toujours dans la quête d'attention, il vaut mieux privilégier ce mode-là de proportion lorsque vous avez des visuels sur une image qui sont de la même taille. Là, par exemple, ici, on a des visuels qui sont de formes complètement différentes. Au lieu de les aligner parfaitement, au lieu de choisir des cadres qui sont identiques, on a complètement modifié les cadres, on les a mis les uns sur les autres et au final, on a un rendu qui est plus ludique, plus frais, dynamique avec de la vie. Ici, on pourrait croire qu'on a fait une disposition classique, mais en fait, la disposition classique, elle est atténuée par le fait que les images n'ont pas la même taille. Ce qui fait que même si la disposition est plutôt classique, la différence de taille apporte du mouvement, apporte également un mouvement comme ici. Là, on va parler de l'espace négatif ou de l'espace blanc. L'espace négatif, qu'on appelle aussi espace blanc, est un espace qui est vide dans un design. Et alors, ça paraît contre-productif parce que l'humain n'aime pas le vide. L'humain a horreur du vide. Et donc, c'est vrai que la tendance, quand on crée du visuel, surtout quand on commence, c'est essayer de remplir l'espace, soit de couleurs, soit de visuels, soit d'éléments, etc. Au contraire, lorsque vous créez un visuel, c'est un principe qui est essentiel, pensez toujours au blanc. Lorsqu'il y a du blanc, en fait, ça ajoute une impression de légèreté. Ça ajoute une impression de bien-être. Et par exemple, si vous créez des visuels pour vendre quelque chose ou pour promouvoir quelque chose, la question du bien-être, de la légèreté dans un visuel, elle est importante. Si vous créez un visuel qui est lourd, il peut y avoir une impression d'étouffement qui peut être contre-productive. Pareil, l'espace négatif, laisser du blanc, il ne faut pas avoir peur de le faire. Ça fonctionne aussi avec les visuels animés, les stories, etc. Dernier principe et non des moindres, c'est la simplicité. Alors, c'est un principe que nous, on érige comme principe, en tout cas. Ce n'est pas un principe des plus classiques, mais disons que dans la simplicité, nous, on intègre plusieurs choses. D'abord,
c'est le less is more. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir plein de choses, de mettre beaucoup de choses sur un design, d'avoir un design qui est très complexe pour le rendre pertinent. Et tout à l'heure, je vous parlais du sens de lecture. Ce qui va faire qu'un visuel va être pertinent, c'est de partir sur quelque chose de simple. Et quand on part sur quelque chose de simple, on part sur quelque chose qui est facile à appréhender, qui est facile à comprendre. Et donc, du coup, l'idéal, c'est de se positionner sur le fonctionnement naturel de l'œil humain. Et le fonctionnement naturel de l'œil humain, c'est un sens de lecture devant une image. La direction qu'on va donner à l'observateur quand on va lui montrer une image, lui faciliter la tâche. Plus il y a d'informations, plus on oblige l'observateur à chercher les informations, à fouiller, etc. Ça va le fatiguer. Soyez facile. Facilitez-lui la tâche. La direction, c'est ce qui touche également au sens de lecture. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, en Occident, on lit de gauche à droite. Bon, ça, je sais, vous le savez, c'est bon. Mais en tout cas, vous ne saviez peut-être pas qu'on a un sens de lecture qui est inné, qu'on a tous un sens de lecture qui est automatique devant une image. C'est naturel, c'est le cerveau qui est comme ça. Quand on est devant une image, on forme un Z. On regarde d'abord en haut à gauche, puis en haut à droite, on traverse l'image et puis on finit en bas à gauche et en bas à droite. Donc ici, ça représente un Z. Je vous montre l'image de la Joconde de Vinci. Pourquoi? Parce que Léonard de Vinci s'est énormément intéressé, il a fait énormément de recherches sur ce qui va capter une image, sur le fait d'avoir l'attention des gens sur une image. Qu'est-ce qui va faire qu'une image va être fascinante? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va attirer l'attention? On peut se demander, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des gens viennent de partout dans le monde pour aller voir la Joconde? Qu'est-ce qui fait que la Joconde, aujourd'hui, est une œuvre si énigmatique? Elle est énigmatique et elle fascine parce que elle est d'une composition parfaite en ce qui concerne ce sens de lecture humain. On part en haut à gauche, on voit le paysage, en arrière-plan, dans le plan supérieur. On va traverser l'image en passant par la poitrine de la Joconde jusque à son bras droit, et puis on va retraverser pour regarder les mains. Il y a un sens en fait très équilibré. Le visage en fait est entre ces zones-là, ce qui le rend encore plus intriguant, encore plus présent. Et du coup, c'est un tableau qui joue sur tous les plans. Ce n'est pas uniquement la Joconde, c'est aussi les petites routes, c'est aussi ce paysage qui est un petit peu vaporeux. C'est un peu une représentation de l'énigme, mais c'est surtout une œuvre qui est un exemple d'attention qu'on reproduit également dans les visuels graphiques, publicitaires, et qui est reproduite partout. C'est le cas également dans le cinéma. Tarantino, par exemple, étant fou des compositions. Le Z, il le pratique. Regardez ses films, vous verrez que c'est quelque chose qui revient très, très, très fréquemment. Et en design, on n'y coupe pas. Voilà, on n'y coupe pas non plus. Quand on crée un design, on pense au sens de lecture. C'est-à-dire, alors, ce n'est pas obligatoire, tous les graphistes ne font pas ça, mais quand on commence dans le design ou quand on veut être sûr d'éviter les erreurs et quand on veut être sûr d'avoir une clarté de texte, de compréhension, de message, une clarté visuelle, c'est important de tenir compte de ce sens de lecture. Parce que même si vous n'en tenez pas compte, le cerveau inconsciemment en tient compte. Alors là, je vais vous parler des outils de la création et de l'organisation. On a vu un petit peu les 5 principes qu'on estime importants dans la création de visuels, dans la création de contenu. On va passer maintenant aux outils. Alors, avoir des outils de création, ce n'est pas uniquement avoir le bon logiciel pour créer son visuel ou son image graphique. Non. Avoir un bon process de création, c'est d'abord programmer et anticiper. Alors, je sais que ça peut être difficile à mettre en place et que parfois, on peut avoir le réflexe de faire un visuel pour le lendemain. C'est quelque chose que vous pouvez faire, mais pas si vous n'avez pas planifié votre contenu. C'est très, très important de planifier votre contenu parce que si vous le planifiez, on va percevoir de l'extérieur, au fur et à mesure de vos créations, une cohérence. On va la ressentir, en fait. Donc, la gestion du social media, c'est 3 choses. C'est d'abord une communication qui est facilitée et un gain de temps. C'est gagner en cohérence visuelle et c'est maîtriser votre identité et la perception. La perception, c'est-à-dire la façon dont on va vous voir, dont on va vous percevoir de l'extérieur.
planifier ses publications. On a un grand nombre de calendriers de social media sur Canva si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi créer le vôtre sur d'autres plateformes, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte en fait, c'est d'avoir votre calendrier de planification. Parce que d'abord, vous allez voir en fait sur tout un mois quel type de contenu vous créez. Vous allez voir si votre contenu est bien réparti, si c'est plutôt bien équilibré. Vous allez pouvoir faire des changements et en fait, vous allez gagner en communication sociale parce que vous allez aiguiser votre stratégie. Pour planifier votre contenu, si vous utilisez Canva, on a le planificateur de contenu qui est un outil qui nous permet, du coup, comme son nom l'indique, d'intégrer tous les visuels dans un calendrier qui va poster automatiquement sur vos réseaux le contenu créé sur Canva. Là, par exemple, voilà, c'est un exemple du calendrier de novembre. Nous avions créé les visuels. On a ensuite ajouté les textes des visuels. On a sélectionné le réseau sur lequel on voulait les poster. Et puis, du coup, ça s'est intégré automatiquement. Donc, ça nous permet d'avoir une visibilité, en fait, de notre calendrier, mais surtout d'avoir une visibilité des visuels. Donc, ça nous permet de voir, de vérifier la répartition, etc. Il peut arriver qu'on change, en fait, de visuel. Le planning qu'on va faire est à titre indicatif. Si vous ne suivez pas à la lettre votre planning, ce n'est pas grave, vous pouvez vous adapter ou décider de parler d'autre chose parce que vous estimez que ce jour-là, c'est plus pertinent de parler d'autre chose. C'est pas grave, mais c'est important d'avoir une base. Si vous avez une base, vous passerez beaucoup moins de temps à créer. Ça a l'air contradictoire et pourtant c'est vrai. Si vous passez 1 heure en début de mois à faire votre outil et votre planning en posant des idées de visuels pour tel jour et tel jour, vous l'aurez déjà fait. Et le jour où vous devrez créer un visuel, vous n'aurez pas à penser vous n'aurez pas à chercher des idées en fait. Et chercher des idées, ça prend du temps. Donc ça, il faut l'évacuer dès le début du mois pour ne pas avoir à le faire. Voilà, donc ça c'est une petite vidéo si ça vous intéresse, voilà, juste pour vous expliquer, planifier votre contenu, ça peut se faire autant via Canva que via votre appareil photo de smartphone. Vous prenez une photo, vous téléchargez la photo, vous la modifiez sur Canva, vous l'intégrez sur le calendrier, etc. Et voilà, vous avez votre calendrier interactif. Pardon, il y a eu un petit bug. Je suis désolée, ça bug un peu. Ok, c'est bon. Alors là, à présent, on a le tableau d'identité. Le tableau d'identité, quand il s'agit en tout cas d'améliorer ses designs, c'est excessivement important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'abord de pouvoir entrer tous vos logos, de pouvoir entrer toutes vos palettes, toutes les palettes que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça va vous permettre de pouvoir entrer vos polices, vos typographies, etc., etc. Vous pouvez importer vos propres polices. Si, par exemple, vous créez votre propre alphabet, vous pouvez l'intégrer ici. Et donc, en gros, ça, c'est quelque chose que vous pouvez considérer comme étant votre tableau de bord. C'est-à-dire que les éléments que vous allez entrer ici, on va les retrouver là. Décidément, voilà, on va les retrouver dans ce qui s'appelle la palette style, que vous allez trouver là, à gauche. Donc là, vous retrouvez toutes vos palettes et en fait, ça va vous permettre, en cliquant sur les palettes, de customiser votre visuel en un seul clic. Ça va vous permettre de tester plein de choses. Alors, dans la partie style, vous allez retrouver toutes les palettes que vous avez créées. Merci Marina pour le courage. Mais vous allez également trouver toutes les palettes que Canva va intégrer. Il n'y aura pas uniquement vos palettes à vous. C'est très pratique parce que ça permet de faire des tests, en fait, de faire des tests colorimétriques. C'est très important de tester. C'est en testant, en fait, qu'on apprend, qu'on s'améliore. Donc, il ne faut pas hésiter à tester et à regarder un petit peu ce qui rend le mieux. Et c'est également le cas pour les polices, puisque dans la palette style, vous allez également faire la même chose pour les polices. Ici, vous voyez, vous pouvez voir ce que votre texte rend avec d'autres types de typos auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. C'est ça aussi, en testant, que vous allez aiguiser votre œil. Comme outil pour réussir ces designs, il y a évidemment le redimensionnement automatique. Le redimensionnement automatique, c'est un visuel
C'est un outil qui va vous permettre d'orienter, en fait, de redimensionner votre visuel, n'importe quel visuel, à n'importe quelle plateforme. Par exemple, là, on va remettre la vidéo depuis le début, elle est partie avant moi. Voilà, donc là, on a un contenu, un visuel Instagram ou Facebook, non, Instagram. J'ai cliqué sur redimensionnement, j'ai sélectionné story parce que je voulais le transformer en story. Et on le voit qui apparaît ici. Là, je vois que le fond n'est pas tout à fait pareil. Je le duplique. Voilà, comme ça, je peux le mettre un peu partout. Voilà, je fais une autre duplication. Et voilà. Et ça, on peut le faire pour toutes les plateformes. Ça vous permet en fait d'uniformiser votre contenu et de l'adapter à toutes vos plateformes. Pardon, vous pouvez créer un visuel et le partager en fait sur tous vos réseaux sociaux avec une qualité optimale parce que votre contenu sera parfaitement adapté. Il y a évidemment la Canva Color Wheel dont je parle à chaque fois. La Canva Color Wheel, c'est un outil en fait qui vous permet d'extraire les meilleures palettes à partir d'une couleur. Si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, une couleur spécifique, la couleur de votre logo, et que cette couleur a, de toute façon toutes les couleurs ont un code couleur, vous entrez le code couleur de cette couleur dans l'outil Canva Color Wheel et elle va vous extraire toutes les palettes possibles, en tout cas les palettes les plus pertinentes. C'est un outil qu'on adore utiliser, qui va vous éviter les erreurs colorimétriques et qui va vous assurer à chaque fois de choisir les meilleures palettes. Alors évidemment, en ce qui concerne un design réussi, impactant, si vous voulez choisir la méthode la plus facile, on saurait évidemment que trop vous recommander ces palettes qui sont les palettes à favoriser parce que ce sont les palettes qui ont le plus grand sens de contraste. Donc, c'est-à-dire la palette complémentaire, triadique et tétradique. Voilà. Donc là, au niveau des contrastes, au niveau de la lisibilité, de l'accessibilité, on est vraiment au top. La palette monochromatique et analogue, moi, je les apprécie beaucoup. Ce sont des palettes que j'aime beaucoup. Elles sont plus neutres. Alors, ce n'est pas qu'elles sont moins bien que les autres, mais on va dire qu'elles sont plus neutres et que, de ce fait, elles vont moins favoriser le contraste. Et donc, dans un océan de contenu dans les réseaux sociaux, si par exemple vous allez sur Instagram où on peut voir des feeds complets de raz-de-marée photographiques, c'est sûr que si vous avez une palette plus neutre, ça sortira beaucoup moins du lot. Il y a un super outil qui s'appelle Contrast Analyzer. J'en profite pour le partager parce que tout le monde ne le connaît pas. Lorsque vous créez un visuel et que vous le faites, par exemple, pour un public à déficience visuelle, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser Contrast Analyzer. Vous entrez les données de votre image ou vous entrez votre image et en fait, l'outil va vous dire si les valeurs de contraste sont très bonnes. Mais l'outil va également vous dire si, par exemple, c'est facilement lisible pour des daltoniens ou si c'est suffisamment mis en avant, si c'est suffisamment équilibré. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Canva.com/colors, ça c'est une adresse de site internet à retenir puisque c'est le site internet sur lequel on réunit tous nos outils colorimétriques. C'est également le site sur lequel vous allez trouver les color palettes. Donc en gros, c'est un océan de palettes qui est intégré, qui est tous les jours fourni par nos designers, pardon. Vous pouvez également découvrir en cliquant sur les couleurs, leur signification, leur symbolisme. Ça peut être très pertinent de connaître la signification d'une couleur quand on veut créer un visuel. Quand on n'a pas d'idée, on peut peut-être commencer par le symbole. On peut également, là, comme vous voyez, taper un mot-clé. Par exemple, ici, j'avais tapé Barbie. J'avais tapé Barbie parce qu'en ce moment, c'est hyper à la mode. Il y a des partenariats avec des magazines et avec la haute couture, avec des maisons de haute couture. Donc, j'ai tapé Barbie, c'était comme ça en tête. Donc là, on a des exemples de palettes en lien avec ce sujet. Donc, n'hésitez pas à utiliser, à aller, à vous rendre sur ce site. Il y a le feed visualisation aussi, qui est peu utilisé et je ne sais pas pourquoi, parce que ça aide tellement. Le feed visualisation d'Instagram, lorsque vous êtes à gauche, sur la barre latérale en fait, de votre plan de travail, vous voyez ici Instagram tout simplement. Vous cliquez, vous connectez votre compte Instagram, c'est très simple. Il y a juste un bouton en fait et donc voilà, il va vous demander les coordonnées de votre compte Instagram, vous les entrez.
Et puis, vous pourrez observer ici, en fait, votre feed Instagram. Et donc, le fait d'avoir votre feed en visu lorsque vous créez, ça peut vous aider à faire un contenu qui est équilibré, à avoir votre feed en tête, etc. Et c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête quand on est débutant, parce que ça nous permet d'avoir toujours une visibilité, ça nous permet d'aiguiser petit à petit, on comprend ce que c'est l'équilibre, l'harmonie, etc. Donc, c'est quelque chose qui est simple à mettre en place et que c'est toujours bien de l'avoir, en fait, de l'avoir en tête quand on crée un visuel dédié pour son compte Instagram. Alors, on fait un récap très rapide de ce qu'on vient de voir là. L'idée, en fait, c'est 5 piliers d'impact universel, voilà, qu'on estime pour nous les plus universels, les plus faciles à appréhender. Ok, donc c'est le contraste, le message, la simplicité, l'équilibre et l'espace. Maintenant qu'on a vu ça, on va aborder la question de la perception. Je vais aller très vite. En plus, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des questions qui vont arriver après. Si vous avez des questions, de toute façon, on y répondra après. C'est la question de la perception. La question de la perception, c'est une question qui est fascinante. Avant d'aller plus loin, pour pouvoir comprendre, en fait, pour comprendre ce qu'est la perception et avoir conscience de la façon dont notre travail est perçu et dont on est perçu sur Internet et dont notre visuel est perçu aussi, c'est important de comprendre où on en est, en fait, dans l'histoire de l'humanité en termes d'image. En fait, l'image obsède l'être humain depuis toujours, depuis le premier homme, depuis que le premier homme est sur Terre, et depuis la rupestre. Donc déjà, dès la rupestre, en fait, on voyait que l'image était un vecteur, un outil d'utilisation, de communication, d'échange. En fait, il dessinait pas uniquement pour tuer le temps, mais il dessinait également pour organiser la vie du groupe, pour créer des stratégies de chasse, etc. Donc, la question de l'image, elle est inhérente à l'être humain. Elle est obsessionnelle et c'est pas que notre époque. Notre époque a accéléré cette obsession. On est allé vers l'addiction même, mais elle ne l'a pas créée. C'est important de l'avoir en tête. On est ensuite passé dans le livre qui a cristallisé encore plus le rapport au texte, le rapport à l'image, et puis l'imprimerie qui a accéléré le processus de diffusion. Les ondes, la télévision a fini de nous rendre complètement addicts. Et là, on est dans la période du digital. Et la période du digital, non seulement on est addict, mais en plus, c'est-à-dire qu'à chaque étape du développement de l'image dans l'histoire de l'humanité, notre cerveau s'est adapté en fait à l'image. Et donc, il a développé des préférences. C'est pour ça que le cerveau, même si vous ne savez pas constamment que vous aimez une image, votre cerveau le sait en fait. Il l'anticipe. Parce que tout comme on a le sens de l'harmonie, tout comme on a le sens de reconnaître un beau paysage, on a le sens indirectement de reconnaître un beau visuel ou en tout cas un visuel qui capte l'attention. Aujourd'hui, on est dans l'ère du digital. Cette ère du digital, elle est particulière parce que nous n'avons pas fini de la traverser. On est dans une période de transition. On est dans une période de changement. Je pense qu'on le constate tous. Ça va de plus en plus vite. On doit s'adapter de plus en plus vite. Et donc, ça implique un rapport à l'attention qui est différent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on développe une obsession de l'image, en fait, on a une attention qui se diminue. Et donc, comme on a une attention qui se diminue, pour capter l'attention, il faut faire simple. Il faut utiliser les principes de design qu'on a abordés lors de ce webinaire. Et puis, il faut surtout faire en sorte de faciliter la tâche et de rendre ludique le contenu et la création de contenu. Le monde dans lequel on vit, il a été théorisé par Andy Warhol. On vit aujourd'hui la communication, la création du visuel, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, on vit sur ce que Andy Warhol a créé ou en tout cas théorisé, c'est-à-dire la répétition. Quand on est sur les réseaux, etc., on est sans cesse en train de répéter. Quand on crée des images pour notre compte, pour nos comptes, on répète encore et encore. On est dans un schéma de répétition. On est dans un schéma de contraste aussi, puisqu'Andy Warhol a vite compris que le contraste était un outil très facile pour capter l'attention de façon immédiate, quasi immédiate, de façon physiologique presque. Et puis, surtout, Andy Warhol, le créateur de célébrité, aujourd'hui, quand on sait qu'une image qui est partagée sur les réseaux a une durée de vie qui, selon les réseaux, est de entre 15 minutes et 24 heures, on est vraiment dans le cadre de célébrité. C'est pour ça pourquoi je vous en parle. Je vous parle d'Andy Warhol parce que si vous voulez aller plus loin et si ce qu'on a abordé aujourd'hui vous intéresse,
Il n'y a rien de mieux que lire une autobiographie d'Andy Warhol qui a absolument tout compris, enfin en tout cas tout compris. Il a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. En tout cas, il l'a pressenti visuellement parlant. Et donc, comprendre son approche, comprendre ses techniques, c'est, je pense, avoir une longueur d'avance sur les créateurs de contenu aujourd'hui. C'est ce qui va nous aider aussi à nous adapter à cette période qui est en transition et qui nous implique du coup régulièrement de trouver des nouvelles astuces, de comprendre, d'être à l'écoute. Donc, c'est quelque chose que je ne saurais que trop vous conseiller. Et puis, par rapport à Andy Warhol, la simplicité au service de la création, au service de la publicité, c'est exactement ce qu'il a mis en place. Et chez nous, la simplicité, on vous l'a expliqué, c'est dans notre ADN. Le simple but complex, qui est une formule anglaise très connue, c'est aussi le but, c'est ce que je vous conseille de faire en fait. C'est ce qu'il faut faire dans la vie, mais aussi dans la création. C'est-à-dire que lorsque vous créez un visuel, restez simple. Mais c'est une simplicité qui peut être sous-estimée, mais en réalité, si vous faites toutes les étapes que je vous ai expliquées là pendant le webinaire, si vous tenez compte des principes qu'on vous a expliqués et partagés, vous verrez que cette simplicité n'est pas si simple en fait, et que c'est une simplicité impactante, élégante, qui a besoin d'un travail en amont, qui a besoin d'une stratégie en amont, et donc d'une communication sociale établie. Voilà. Simple but complexe, c'est le meilleur conseil que j'aurais à vous donner. Je vous remercie beaucoup de votre patience. C'était long, mais en tout cas, merci beaucoup d'être resté. Alors, Joachim, est-ce que tu avais des questions? Tu avais mis des Oui, côtés, il me semble. tu m'entends? Tu as pu remettre ton son? À mon avis, tu n'as pas remis le son de ton ordinateur. Ok. Alors, je vais regarder les questions. Je vais laisser Afifia vous répondre. Concernant le choix des typographies, conseillez-vous de changer à chaque publication ou plutôt d'utiliser toujours les mêmes pour une histoire de cohérence? Alors, ça dépend. Ça dépend de votre activité. Si vous avez créé un compte qui est plutôt créatif, plutôt interactif, où vous vous amusez ouvertement, vous pouvez changer de typographie, il n'y a absolument pas de problème. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur notre compte Instagram Canva France. On le fait aussi parce que ça nous permet de montrer la diversité de nos contenus, mais c'est quelque chose qui nous amuse. Par contre, si vous avez un objectif de cohérence, si vous avez une marque qui est fixe, si vous avez une identité déterminée, je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser, en tout cas, les mêmes typographies, mais en changeant peut-être parfois, c'est-à-dire parfois en utilisant des caractères gras ou des caractères maigres, en changeant régulièrement, mais dans tous les cas, essayez de gagner en cohérence, surtout si vous commencez. Si vous commencez en fait votre impact visuel, gagnez en cohérence. La cohérence, c'est la clé, parce qu'on va vous comprendre, on va vous identifier. C'est ce qui compte. Est-ce que Canva organise des formations en ligne pour utiliser Canva? Alors, on fait des webinars. On est en train de réouvrir le blog dans lequel on va partager pas mal de vidéos. Sur nos réseaux sociaux également, on fait pas mal de tutos. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram Canva France parce qu'il y a beaucoup de contenus tutoriels qui vont arriver. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre pour être tenu informé des webinars qui vont être très, très nombreux en 2022. Pourrons-nous récupérer le PowerPoint à la fin de la présentation? Malheureusement, non, parce que ce sont des documents de travail. Par contre, si vous avez des questions, s'il y a des slides que vous avez retenus, en fait, en général, n'hésitez pas à prendre, à faire des captures d'écran des visuels qui vous intéressent. Et puis, je les partagerai. Je vous les enverrai par mail éventuellement, ou je verrai avec Joachim, on se débrouillera. Mais malheureusement, non, je n'ai pas le droit de les partager. Sur quel outil a été créée la présentation du jour? Mais sur Canva, voyons. Sur Canva, on fait aussi les présentations. Vous pouvez aussi enregistrer votre présentation, c'est-à-dire enregistrer des parties en audio. Vous pouvez aussi faire de la vidéo, faire du montage, etc. Comment faire une infographie en horizontal sur Canva? Alors, il me semble qu'on a des infographies horizontales sur Canva. C'est à vérifier. Essayez, sinon, si vous n'en trouvez pas, moi je pense qu'il y en a, hein, il me semble que j'en ai déjà vu. N'hésitez pas à taper le mot-clé pour trouver. Alors, ce que je vous conseille, c'est deux solutions. Soit vous essayez le template infographie horizontale, vous trouvez ce que vous voulez, c'est très bien. Soit vous tapez infographie normale et vous divisez
les parties de l'infographie et vous les intégrez en fait dans un template présentation. Voilà. Soit un template présentation, soit un template timeline. Dans les templates timeline, vous avez, c'est comme une présentation, mais en plus fin. Donc, du coup, vous pouvez créer des sections. Vous pouvez également le faire dans le format Instagram au format carrousel. Vous pouvez découper une infographie, découper chaque section, les intégrer sur un template Instagram et en faire un carrousel. Est-ce que les polices de Canva sont libres de droit? Toutes celles qui sont en gratuite sont libres de droit, évidemment, et toutes celles que vous payez sont libres. En fait, vous pouvez, à partir du moment où vous payez, vous utilisez tout ce que vous voulez. Et si vous utilisez Canva en gratuit et que vous utilisez du coup les typographies gratuites, elles sont également libres de droit, évidemment. Bonjour, pourra-t-on avoir une copie des visuels présentés? C'est la deuxième fois qu'on me pose cette question. Et ça m'attriste tellement de vous dire non, si vous saviez. Ça m'attriste énormément d'avoir à vous dire non. Malheureusement, je ne peux pas, mais écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais voir de mon côté, je vais me renseigner. Et Joachim, on va essayer de trouver une solution. Pour au moins transmettre un récap, pour faire quelque chose comme ça. Question, petite faute d'accord dans la page de présentation sur le texte, dans le bloc justifié, espacement laissé entre les mots, plutôt les espacements laissés, non? Espacement laissé entre les mots, plutôt les espacements laissés, non? Alors, attendez, je ne comprends pas très bien, donc je vais voir, je vais trouver... Dans le bloc justifié, parfait pour les romans et certaines publications, mais les espaces laissés entre les mots et les lettres rendent la lecture difficile. Oui, donc petite faute d'accord dans la page OK. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Mais merci beaucoup, je le corrigerai. Merci beaucoup. Question, j'ai la même question que Virginie, changer typographie à chaque pub ou utiliser les mêmes? Du coup, c'est la même réponse. C'est exactement la même réponse. Ça dépend de votre style de communication. Est-ce que vous avez pour projet de mettre en avant une marque, une entreprise, d'avoir une voix, d'avoir une cohérence, ou est-ce que vous avez un compte qui est plutôt créatif, qui est plutôt libre, qui est plutôt ludique? Ça dépend de votre intention. Comment aligner l'élément dans Canva? C'est très simple. Je vais vous montrer comment on fait pour aligner un élément dans Canva. Ici, par exemple, on a du texte. Voilà. Vous allez ici, alignement, et vous choisissez le type d'alignement que vous voulez. Voilà, et il va vous aligner. Remarque, le tableau d'identité est vraiment top. C'est un gain de temps incroyable au niveau des couleurs des logos. Complètement d'accord. Est-ce qu'il y a une typo idéale? On parle souvent de Montserrat qui est très utilisé. Oui, Montserrat est très, très utilisé, surtout en ce moment. Il n'y a pas de typo idéale. Je ne crois pas en la typo idéale. Ce qui compte, c'est la combinaison, c'est l'harmonie, c'est tout ce qu'on vient de voir. C'est ça qui va faire que votre design va être percutant. La typo idéale, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Question, peut-on créer plusieurs tableaux? Faites juste en sorte que la typo soit bien lisible. Voilà. Question, peut-on créer plusieurs tableaux d'identité pour chaque client, par exemple? Évidemment, surtout si vous travaillez en équipe. En fait, il y a l'outil collaboratif sur Canva qui vous permet de pouvoir travailler en collaboration, en équipe, mais de pouvoir gérer aussi plusieurs clients avec chacun, avec leur propre palette et leur propre identité graphique. Canva, c'est le feu vraiment. En quelques années, ils ont vraiment tout optimisé. J'ai hâte de pouvoir avoir la possibilité de mettre des liens URL sur les PDF. C'est déjà possible. C'est déjà possible. Voilà. Et en plus, maintenant, vous pouvez intégrer Google Drive directement dans Canva avec tous vos documents, intégrer les liens, etc. Il peut y avoir encore quelques bugs parce que c'est tout nouveau, mais c'est en cours de rétablissement. Donnez-nous encore quelques semaines si ça bug encore. Donnez-nous encore un tout petit peu de temps, mais ça va arriver. Question, comment a-t-on accès à ces palettes Canva Contrast Wheel? C'est Canva Pro? Non, la palette Canva Color Wheel. Regardez, je vais là, je tape Canva. Je vous ai donné en fait l'adresse du site. Je vais sur canva.com colors, voilà, et j'ai la Color Wheel. Ici, c'est en ligne en fait. Ce n'est pas intégré dans l'outil, c'est en ligne. D'ailleurs, je vais vous montrer la page, comme ça vous l'aurez bien en tête. Voilà, hein, donc en fait, c'est le lien qui est là. Comment a-t-on accès? OK. Contrast Analyzer, pareil, vous tapez Contrast Analyzer dans Google.
Comment trouver de l'inspiration à partir de rien? Certes, Canva aide beaucoup, mais lorsqu'on veut créer par nous-mêmes, par quoi commencer? Alors, on a parlé d'écoute sociale quand on a abordé la question de la communication sociale. Soyez à l'écoute, regardez un petit peu ce qui se fait sur les réseaux, mais pas uniquement. Regardez un petit peu aussi les magazines, regardez. Lorsque vous allez par exemple sur Instagram, créez-vous un dossier avec les images qui vous ont sauté aux yeux, avec les images qui sont sorties du lot. Et vous les mettez dans un dossier, vous les enregistrez dans un dossier et consultez régulièrement ce dossier. Comme ça, vous pourrez comprendre pourquoi vous avez aimé ces visuels. Et petit à petit, en fait, vous allez construire votre personnalité, votre goût. Ensuite, allez directement sur Canva, regardez les templates, fouillez. Quand on n'a pas d'inspiration, il faut fouiller. Et l'autre point aussi, c'est de ne pas hésiter à faire du brainstorming, c'est-à-dire à noter les mots-clés de ce que vous voulez faire. Si vous manquez d'inspiration, peut-être aussi que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez bien ciblé votre audience? Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez faire ou est-ce que c'est encore un peu flou? Si l'inspiration est vraiment très, très floue, peut-être que ce qu'il faut travailler, c'est ça, c'est-à-dire le travail en amont. La communication sociale, c'est-à-dire vous demander ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez créer. Qu'est-ce que vous cherchez en créant des visuels? Y a-t-il des sites où on peut voir des exemples qui répondent aux 5 critères pour s'inspirer? Mais Canva, évidemment. Pour le moment, oui, Canva, il y a énormément de sites, mais les sites que j'ai en tête, ce sont des sites de professionnels, donc il y a vraiment de tout. Il n'y a pas uniquement les 5 principes, il y a pas il y a tous les autres en gros. Donc ce serait peut-être, compliqué, de vous en partager, mais si j'y pense, en tout cas, je n'hésiterai pas à les partager, je transmettrai à Joachim. Remarque, vraiment brillant cette présentation. Eh, c'est gentil, merci beaucoup, merci. Est-ce que la visualisation du feed est disponible sur l'application Canva? Mais bien sûr, bien sûr. Alors attendez, vous me mettez un doute. Il me semble que je l'ai déjà utilisé, je regarde. Alors. Oui, vous pouvez intégrer. Vous avez Instagram normalement sur l'application, donc n'hésitez pas à regarder. Après, je ne sais pas si c'est pas plus simple d'utiliser effectivement, d'avoir le feed Instagram sur le côté via un iPad, via une tablette et l'ordinateur. C'est pas aussi pratique. C'est pas aussi pratique, mais bon, c'est possible en tout cas. Beaucoup de participants ont indiqué sur le chat que la présentation était top. Merci beaucoup. Et vous aussi, vous avez été top. Merci beaucoup de votre patience. Est-il possible de créer sa propre palette? Mais évidemment, c'est le but. C'est le but. Merci beaucoup pour vos gentils messages. C'est cool. Question, peut-on enregistrer plusieurs comptes Insta? Malheureusement, je ne crois pas. Non. Les outils Canva présentés sont-ils dispo dans la version gratuite ou premium? Tous les outils colorimétriques sont accessibles gratuitement. Donc, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Quel est votre compte Instagram pour être inspiré? Canva France. @Canva France. C'est pareil pour Facebook, Canva France. Canva peut-il être intégré sur un site web? Oui, effectivement, on a une formulation d'API. Donc, vous pouvez intégrer Canva sur votre site pour faciliter, par exemple, la création de visuels par vos utilisateurs. Si on a beaucoup de thèmes de contenu, ok, je regardais l'heure. Pardon. Si on a beaucoup de thèmes de contenu, par exemple, 4 thèmes qui n'ont rien à voir ensemble, recettes, voyage, mindset, business, selon toi, mieux vaut-il faire un compte Insta qui rassemble tout ou 4 comptes différents? Pour percuter, en fait, ça dépend. Ça dépend si tu veux gagner de l'argent avec ça, il vaut mieux faire 4 comptes différents. Parce que ce sera plus ciblé, parce que ce sera plus facile d'avoir des partenariats, puisque les partenariats seront 100% ciblés. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Pour toucher l'audience, ce sera plus pertinent. Au niveau de la stratégie, pareil. Donc, je recommande effectivement d'avoir
d'en créer 4 ou alors peut-être d'en créer 2 ou 3. Peut-être que recette, mindset, voyage, ça peut se mélanger et que business peut être à part. Mais dans tous les cas, essayez de réfléchir à comment tu peux le faire. Pourriez-vous remontrer comment importer sa propre typo? Je ne sais pas si je l'ai montré, ça prendrait du temps. Ça donnerait lieu à un autre webinar. Ça prendrait du temps. Il faudrait que j'aille chercher la propre typo, etc. Mais en gros, par contre, ce que je peux faire, c'est montrer l'emplacement. Joachim, est-ce qu'on est bon dans le timing? Tu me dis quand il faut qu'on arrête parce que je sais qu'il y a pas mal de questions. Je ne Est-ce sais que pas tu si je pourrais m'entends là? Tu as répondre à tout remis le ton monde. son, Afifia? Il faut que tu mettes ton son. Ah, Joachim, je ne t'entends pas depuis tout à l'heure. Non, t'inquiète pas, je t'avais laissé enchaîner avec les questions. Je voulais te faire une petite pause en rappelant que le live, le replay serait disponible sur maltacademy.com. Je vais vous remettre dans le chat l'adresse exacte. On peut déborder un tout petit peu pour si tu as encore un peu de temps, Afifia, bien sûr, sur les dernières D'accord. questions. Ouais, on va N'hésite pas. déborder, allez, 5-10 minutes et puis après, on va se laisser. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Très bien. Bah, si tu veux juste boire un tout petit peu d'eau, ou je ne sais pas, mais juste pour vous rappeler, en tout cas, de votre côté, si vous avez envie aussi de devenir speaker, vous pouvez aller sur une section sur maltacademy.com qui est liée à cela, justement, en cliquant sur devenir speaker. Et pour rappel, une dernière fois, le replay sera disponible ces prochains jours et vous avez accès à l'ensemble des replays des Malta Academy et des prochains lives sur Malta Academy-du-6 Academy-du-6 Malte-du-6 academy.com. Bon, je te laisse reprendre la parole à Fifia si tu Ça marche. veux répondre aux dernières questions. Alors, pour répondre à la question, en fait, concernant l'importation de typographie, est-ce que vous voyez mon écran là? Hop, 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 hop. Voilà. Donc, en gros, c'est là, c'est dans le tableau d'identité visuelle. Il y a eu un petit bug là. OK. Donc, en gros, là, barre latérale, vous allez sur la home, barre latérale, identité visuelle, vous avez votre tableau de bord. En bas, à droite, il y a les polices. Ici, police importée, et vous pouvez importer en allant ici vos propres polices. Voilà. Alors, si on a beaucoup de thèmes de contenu, par exemple, 4 thèmes qui n'ont rien à voir, ok, donc ça, j'ai déjà répondu. Comment connecter mon compte Instagram à Canva? Il suffit simplement en fait, de vous rendre ici, en fait, de vous rendre dans la partie… attendez. Ah, c'est bon. De vous rendre là, sur Instagram. Et en fait, bon, là, comme je l'ai déjà connecté, vous ne voyez pas le bouton, mais en gros, vous aurez un bouton ici qui vous demandera de connecter votre compte Instagram à Canva. Il vous suffira juste de cliquer et de rentrer vos coordonnées Instagram et votre compte sera automatiquement visible. Mais je crois que j'ai répondu à toutes les questions, non? En tout cas, toutes les questions que tu m'as mis en modérateur, Joachim. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-unes dernières qui arrivent au compte-gouttes. Faut-il un compte premium Canva pour pouvoir importer sa propre typographie? Ah, mais de toute façon, il faut un compte Canva, oui. De toute façon, on ne peut pas accéder au tableau d'identité, au tableau de bord sans avoir de compte Canva. Mais par contre, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous pouvez le faire en gratuit ou pas. Ce n'est pas impossible. Je ne peux pas vous l'assurer. Je n'ai pas cette réponse à cette question. Je suis désolée. On peut prendre une ou deux dernières questions? Ouais, bien sûr. Je te les envoie sur notre section. Ça marche. Une un peu longue, du coup, je te laisse la lire directement. D'accord. Est-ce que Canva va optimiser les rangements des canevas dans les dossiers? Par exemple, faire du drag and drop pour ranger. Autre petite question, est-il possible de télécharger les photos dans leur format d'origine? Vous pouvez évidemment télécharger les photos dans leur format d'origine, évidemment, dans tous les formats que vous voulez d'ailleurs. Alors, est-ce que Canva va optimiser les rangements des canevas dans les dossiers? Faire du drag and drop. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, écoutez, alors ça, c'est quelque chose qu'on a plusieurs fois remonté. Je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va s'améliorer, si c'est dans les process là d'amélioration, parce qu'il y a pas mal d'améliorations qui sont en cours et que vous allez d'ailleurs voir très prochainement. Mais écoutez, je note cette remarque et je vais la faire remonter. Merci beaucoup.
Comment intégrer une newsletter Canva dans Medjet avec le lien HTML? Elle ne s'ouvre pas directement dans la boîte, mais propose un lien à cliquer qui s'ouvre dans un autre onglet. Alors, attendez. Comment intégrer une newsletter Canva dans Medjet avec le lien HTML? Alors, je ne suis pas super calée en Medjet. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Mais je peux demander à une personne compétente et je peux répondre à cette question si vous voulez par mail. Je transmettrai la réponse à Joachim. Je fais une capture d'écran de votre question. Et je vais me renseigner très rapidement. Où accéder à ce tableau d'identité visuelle? Je vous ai répondu, c'est sur la home. En gros, voilà, regardez, je vous montre. Quand vous allez sur l'accueil, la page d'accueil de Canva, voilà, vous allez là, identité visuelle. Hop. Voilà, et vous avez en fait toutes les identités visuelles possibles. Donc là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait si on peut avoir plusieurs identités visuelles. Évidemment, là, on a plusieurs identités visuelles. On a mis en place plusieurs tableaux de bord. On clique sur le tableau de bord de Canva et puis on a tout ici. Pour télécharger, il suffit de télécharger ici, de choisir ici votre typographie. Si vous êtes en premium, vous pourrez télécharger votre propre typographie. Le planning des posts est-il dans Canva gratuit? Non, malheureusement. Le planificateur est une version premium, mais par contre, vous pouvez utiliser des templates de planeurs, en fait, de planeurs de social media. Merci à vous, merci pour votre patience. Bon, merci encore, du coup, Fifia, pour cette super présentation. De rien, avec plaisir. Merci Malte. C'était un plaisir. Écoute, avec grand plaisir. On en fera sûrement des prochaines courant 2022. Ouais, avec plaisir. Et un grand merci aussi aux participants et à vos questions qui permettent. Carrément. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre investissement, pour votre gentillesse. C'était super. Très bien. Écoutez, bonne soirée à tous. Très bonne soirée tout le monde. aussi. Et à très bientôt. Au revoir.